Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Merci d'être là. Merci de votre fidélité. J'arrive. Que nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30 aujourd'hui, dernier jour de la semaine, à vous accompagner avec les rubriques du jeudi matin. Nous sommes donc le jeudi 24 Amel octobre. Voilà, nous allons continuer notre émission, bien sûr, avec la bonne humeur. On la débute avec la bonne humeur, bien entendu. Et puis, nous allons avoir les rubriques habituelles du jeudi matin, à savoir Aïda, dans un tout petit moment, aujourd'hui, et dans la rubrique psychologie. Elle traitera, bien sûr, du cancer. Octobre rose aussi, c'est l'occasion aussi de parler de comment présenter les choses à un malade, un patient, surtout les enfants. Nous allons en parler, bien entendu, avec Aïda dans un tout petit moment. Radia Aboulmadi également, dans sa rubrique Algérie touristique, parlera de la deuxième partie cette fois-ci, encore une fois, de Janet, cette fois-ci autour du patrimoine et de la visite de Janet par les touristes. Nous aurons également Monsieur Mezari qui sera parmi nous dans sa rubrique high-tech. Aujourd'hui, il nous parlera des réseaux sociaux, de la revers de la médaille, bien sûr, des réseaux sociaux. C'est bien, c'est pas bien, il faut faire attention, bien se protéger en tout cas. Et puis, on aura aussi des invités, à savoir une lauréate d'un concours très intéressant. Vous allez en savoir plus tout à l'heure. C'est le concours de l'éloquence. Et oui, prendre la parole en public, c'est aussi un défi qu'ont donc réalisé des jeunes de Constantine. Nous aurons le plaisir d'avoir la lauréate donc, de ce concours. Elle sera parmi nous pour nous parler de son expérience. Et puis on terminera l'émission aussi avec donc un salon très intéressant, un salon du meuble, le meuble bien entendu, et des accessoires. Nous aurons à en parler tout à l'heure avec un représentant, l'organisateur donc de cette deuxième édition. Et puis on va aussi parler d'une belle soirée musicale ce soir au niveau donc de Ibn Zaydoun. Ce sera une rencontre musicale andalouse avec Hasna Hani et puis Nesrine qui sera parmi nous également sur le plateau pour nous parler bien sûr de cette soirée. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez apprécier ce moment en notre compagnie et ce jusqu'à 9h30. Et je vous laisse en compagnie d'Amel Aribi tout de suite. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Voilà, bonjour Amel. Bonjour Amel. Ça vous fait rire, hein? Ah là, on a perdu. La date d'aujourd'hui, ah là là, ça arrive de temps en temps, hein, oui, d'avoir des en blancs. ce moment on perd un peu l'équilibre. Donc, il va faire beau, il va commencer à pleuvoir ou oui, pas, ça va s'arrêter? C'est quelques pluies résiduelles, hein, on va D'accord, dire. on vous écoute. Merci Amel. Alors, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, le soleil aujourd'hui va être caché par des nuages, parfois denses, sur pratiquement l'ensemble des régions nord. Eh bien, on aura des passages nuageux sur l'ouest et le centre, avec quelques pluies résiduelles durant cette matinée. Puis une petite amélioration se fera sentir, mais en cours d'après-midi sur l'ouest et le centre-ouest. Par contre, à l'est, on aura un ciel souvent nuageux, avec des pluies parfois orageuses, mais ces pluies seront localement assez marquées, mais plus vers les régions côtières et proches côtières, mais en cours de nuit. La moitié sud connaîtra un ciel localement nuageux sur le sud de la wilaya d'Adrar, le Hégart Assili, également le Sahara oriental, avec développement de foyers orageux et quelques pluies par endroits. Ailleurs, le soleil sera bel et bien au rendez-vous sur le sud-ouest, la Saoura, le Nord-Sahara, les oasis et l'extrême sud, avec de fréquents soulèvements de sable, cette fois-ci vers le Sahara central. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt agréables pour la saison, avec 22 degrés sur Alger, 20 degrés à Tizi Ouzou, également Oran, 21 à Tlemcen, Annaba, 18 Mascara, 15 degrés Al-Bayad et Djelfa, au sud 25 Gardaya, 24 degrés à Biskra, 23 à Béchar, 30 degrés à Tindouf, également à Adrar, 27 à Hassim Saoud Ouargla, 32 à Ilizi, 31 degrés à Tamanrasset, Janet et Insalah, et enfin le maximum cette fois-ci à Bodj, Bedi Mokhtar et Ingzam avec 37 degrés. Et comme toujours, on va faire un petit voyage du côté de l'Europe où le ciel restera tantôt nuageux et tantôt ensoleillé à Copenhague, également Dublin, Paris, la péninsule ibérique, Marseille, Berne, Varsovie, Prague, Bucarest, du brouillard du côté de Berlin. Par contre, le soleil restera bel et bien présent aussi à Budapest ainsi qu'à Athènes. Côté température, eh bien, on relèvera 12 degrés à Dublin, 13 à Londres, 14 à Copenhague, 19 Berlin, 18 à Paris, 17 à Bordeaux, 20 degrés à Marseille, également Lisbonne, 23 à Rome et enfin 27 degrés, le maximum cette fois-ci à Athènes. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée.
météo vous est présenté par Mobilis. Mobilis أينما كنتم. Voilà, merci beaucoup Amel. Merci. On va vous laisser repartir. Bien sûr, on va vous retrouver avec grand plaisir après les journaux télévisés de Canal Inch'Allah. Algérie. Puis on vous dit bon week-end. Merci également. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Vous allez suivre notre programme en attendant d'aller à Dalbeida. Oui, oui, je vais être à la régie. Tout à fait, parfait. On vous offre une belle chanson. Merci. Une belle chanson pour vous réveiller. C'est Amel Zen qui chante Leta. صابوني ملي عالهوا نشوان بلا راح قلت لهم صبت الراحة بهواكم طاب فراحي يا جيا والفين غدروا شي كيسان ملاح جيا والفين غدروا شي كيسان ملاح ثلاثة زهوا وراحة مهواهم ماني صاحي ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح ليهم طعمة الصيغة وارتاح السقام ليهم طعمة الصيغة وارتاح السقام ليهم طعمة الصيغة وارتاح السقام يا سعد من سعد سعدو وبالغبر من قصدو ربي بالنصر ودو هبات على بساط مهني في راحة ما يهنى من مواحي حتى يعفو خلقي دواد وسماح حتى يعفو خلقي دواد وسماح ثلاثة هوا وراحة من هواهم ماني صاحي ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح ركوب السرطة والفرجة والمقام ركوب السرطة والفرجة والمقام ركوب السرطة والفرجة والمقام مع بنات الهوى والحال الولعات بالقمصان هذه ليك كانوا غزال على خدودهم يا قطا والضاحة والقمر ليل واحي ويلا شمس الضحى مالت على البطاح ولا شمس الضحى مالت على البطاح ثلاثة هوا وراحة من هواهم ماني صاحي ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح ثلاثة هوا وراحة من هواهم ماني صاحي ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح ركوب الخيل والبنات وكيسان الراح Voilà, l'émission est lancée, la bonne humeur y est, j'espère en tout cas, pour nous suivre jusqu'à 9h30 avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie et bien entendu les rubriques une par une, on aura l'occasion de développer avec chacune d'elles. Et donc on va commencer avec la rubrique psychologie. Aïda Meshri est là parmi nous comme chaque jeudi matin, le rendez-vous est pris. Bonjour Aïda. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien. Très bien. Alors beaucoup d'activités cette semaine et surtout ce mois avec bien entendu la jeunesse. Vous avez aussi participé à une rencontre
autour de la jeunesse. Très très belle rencontre, ça parle toujours des signalements. Je reviens à dire combien que c'est enrichissant de revenir sur ces cellules d'écoute, sur l'écoute, sur l'accueil de l'information. Et je lance encore le message fort et phare qu'aujourd'hui il y a l'organe national de la protection de l'enfance qui a un numéro vert, qu'on peut signaler les situations de détresse ou les situations de danger, là où on peut contribuer, aider et protéger nos enfants. Exactement. Alors, on a pu porter tout le mois ce petit ruban rose que nous portons par solidarité et surtout pour informer, encore une fois, on a eu beaucoup d'invités qui étaient venus nous parler de leur événement, de leur motivation autour de cette maladie, surtout pour informer et sensibiliser. Vous avez voulu aussi marquer le point avec une rubrique aujourd'hui spécialement autour du cancer. Combien c'est important de pouvoir placer les mots. Je sais qu'il y en a tellement, il y a beaucoup de professionnels qui travaillent sur le terrain, qui ont contribué, qui ont vraiment mis le paquet, que ce soit dans la sensibilisation, l'accompagnement, dans la parole. Aujourd'hui, avoir un mois comme ça pour pouvoir parler, trouver les mots et les phrases et accompagner cette tranche de public, cette tranche de femmes, c'est noble, c'est bien, mais moi je reste très secouée de l'intérieur. Ça suffit pas, ce n'est pas... Je veux dire que ce n'est pas uniquement un travail théorique dans lequel... et surtout de façade. Parce que c'est vrai, on prend les choses de loin. Mais la personne réellement qui est atteinte et qui est malade souffre au quotidien, tous les jours, avec les difficultés donc, de la prise en charge de la maladie, avec les difficultés bien sûr de cette santé qui se détériore tous les jours. Et donc il faut faire face à cela. Tout à fait, mais je dirais aussi que je suis secouée aussi par l'atteinte et la blessure d'enfants que je reçois en consultation aujourd'hui à travers les signalements. Ils parlent énormément de ces enfants petits qui ont eu cette maladie. On parle de ces mamans déchirées entre un passé, un présent et une volonté de pouvoir vraiment construire leur famille. Mais je dirais, voilà, je reste très solidaire avec la famille de la petite... Malek Ranim, aujourd'hui, hier on était fiers de sa réussite à la 5e, la petite championne de natation. Aujourd'hui on partage le chagrin de la famille qui sont en train de l'accompagner, de vivre avec elle ses premiers pas. Et puis voilà, comment vraiment dire les choses. Et je crois que c'est à partir de là qu'on va choisir les mots entre nous pour qu'on puisse parler de déjà d'emblée ce premier pas qui est dans l'annonce de la maladie. L'annonce du diagnostic, ça reste quand même une porte d'entrée, un moment précieux, un moment sensible, très douloureux, dans lequel les familles ne sont pas préparées, les familles ne veulent pas accepter la réalité. On dira que si on cible un tout petit peu pour les femmes, on va dire combien que c'est difficile pour une maman, pour une femme au foyer, pour une femme au chômage, pour une jeune fille d'accepter que voilà, sa vie va bousculer, qu'elle n'a plus les mêmes rêves, n'a plus le même rythme de vie. Il y a quelque chose qui frôle leur vie, qui les menace, et combien que c'est difficile de leur expliquer que voilà, il faut s'arrêter, prendre soin, se soigner, et puis voilà, rentrer dans un circuit thérapeutique dans lequel ils vont connaître et apprivoiser beaucoup de professionnels. Et surtout faire face au déboire aussi de l'évolution de la maladie. Ça peut aller positivement comme négativement. Il faut être donc fort et bien préparé, armé à faire face à cette évolution de la maladie. Moi, j'ai juste envie de dire que quand on regarde de loin comme ça la dynamique des familles, il nous semble qu'on parle de la mort, qu'on parle de la mutilation, qu'on parle de quelque chose qui déchire l'individu de l'intérieur. Mais attention, on parle aussi de beaucoup d'amour. Les gens, les grands-mères, les tantes, les tatas, les voisins, les médecins, il y a quelque chose dans leur regard qui devient amour, soutien, qui devient une parole propre, qui devient un geste. Il y a aussi un autre sentiment qui est un peu peut-être gênant et qui peut-être dérange des fois les patients eux-mêmes, c'est la compassion. Oui. Ça encore, c'est partagé entre la compassion, l'amour, la tendresse aussi envers l'individu malade. Moi, je dirais, alors tu m'invites à parler de quelque chose de très fin et de très sensible. C'est vrai que les gens chez nous, alors c'est important de le dire comme ça parce qu'on reste très solidaires. Combien qu'un souci dans la famille peut bouleverser tous les proches, les amis. Aujourd'hui, si je parle de ces professionnels dans leur métier, mais aussi
réseau de médecins, radiologues, les soignants, les paramédicales, tout ça, mais je dirais il y a aussi un réseau de professionnels informels, l'ami, le voisin, l'ami du prof, quelqu'un qui pourra aider, contribuer. Alors tout ce réseau formel On et l'appelle informel. l'aide-soignant. Oui, tout ce Oui, réseau quelquefois informel. les parents, ils deviennent plus qu'un aide-soignant. C'est un proche vraiment qu'on peut pas se passer, dont on peut pas se passer. Tout à fait, mais je dirais, voilà ce cycle, ce beau cycle d'apprentissage professionnel accéléré. Ah, tout de suite, ils adhèrent à ces concepts, à ces mots, à ce processus dans lequel, bien sûr, on parle de la chimio, la radiothérapie, qui est très complémentaire. On parle de tout ça. Alors, j'ai envie de dire que si tous ces gens sont solidaires autour de cette phase, de cet accueil de l'information, dans lequel les patients apprennent à dire les choses, à comprendre un tout petit peu leur vécu, à avancer doucement, il y a quelque chose aussi de l'ordre de la maladie elle-même et le vécu lui-même dans lequel on n'exclut pas cette partie psychologie dans laquelle il faut peut-être non seulement accompagner, donner, apporter cette parole, apporter cette présence, mais aussi avoir le temps de pouvoir écouter l'autre. C'est vrai. Écouter cette mère, peut-être qui a des soucis, qui a des inquiétudes, pas forcément de ce qu'on peut projeter. Des fois, moi j'ai envie juste de dire, dans l'annonce de diagnostic, est-ce qu'on leur donne le temps suffisant pour pleurer, C'est pour Et c'est très difficile vivre parce ces que moments de chagrin? Je C'est pense important. que appréhender donc la maladie, la connaître, connaître et vivre avec, c'est aussi, je ne sais pas, 70% de guérison, accepter sa maladie. Ne pas Combien- faire Ouais. justement de déni, ni de refus, ni de se renfermer sur soi-même. Accepter la maladie vient d'abord de cette partie très fine d'accompagner les différences. Il y a des gens qui sont dans le déni avec une peur extrême, il y en a d'autres qui sont ouverts à travers des expériences. Ils ont vécu ces expériences avec des membres de famille proches ou avec des voisins où ils ont lu de près un tout petit peu ces symptômes. Accepter, c'est de pouvoir permettre à l'individu, au patient, à la femme, de pouvoir lire doucement et puis digérer l'information et puis habiter un tout petit peu tout ce nouveau contexte dans lequel on lui donne l'information juste, on peut placer une parole juste, on peut juste l'accompagner pour qu'elle puisse vraiment vivre le réel dans quelque chose qui est en train de toucher son corps et puis de toucher son existence, sa pensée. Oui. Tout change un tout petit peu, on n'a plus le temps de courir, d'offrir à l'autre, de pouvoir vraiment vivre les événements C'est comme clair. avant. Et la Il y a santé, quelque chose... la santé lâche. Donc, quand la santé nous lâche, vous n'avez plus la même force et l'énergie de pouvoir exercer ce que vous étiez en train de faire avant. Oui, c'est la force des choses. Moi, je dirais que c'est une autre page. C'est pour ça que probablement, je le dirais haut et fort, que les femmes, après ces épreuves, sortent beaucoup plus fortes. Oui, plus forte et plus enrichie. Plus enrichies, avec une nouvelle philosophie dans la vie. Ce sont des femmes qui prennent les choses en main, qui croquent après la vie avec dents. force. Ça c'est fort de le dire. Mais voilà qu'il y en a d'autres qui n'ont pas eu la chance de pouvoir côtoyer une famille très solidaire, les liens très solidaires. Moi, je dirais aujourd'hui, dans le cycle de processus de cette maladie, qu'est-ce que je pourrais ajouter? Peut-être parce qu'on en parle tellement et on en parle beaucoup, que ça ne s'arrête pas uniquement avec l'annonce. L'annonce, ce n'est que le début de cheminement. Aujourd'hui, si on arrive vraiment à dire les choses, le vrai travail vient après le traitement. C'est parce qu'aujourd'hui, on parle d'une maladie chronique dans laquelle on reste très attentif à tout ce qui peut arriver après. Moi, je dirais, c'est cette reprise de vie. Aujourd'hui, on ne parle pas uniquement de ces femmes atteintes ou du diagnostic précoce, mais on parlera aussi de ces femmes qui ont repris leur vie, mais elles sont livrées à elles-mêmes. On oublie du jour au lendemain que c'est là qu'elles ont besoin d'être soutenues. Il n'y a plus de professionnels, il n'y a plus de traitement qui soutient, il n'y a plus cet acharnement. On est comme rassuré et puis on les balance dans un vécu. Et surtout que
ces patientes vont rester toujours en alerte parce qu'elles auront cette période de rémission qui est aussi une période aussi très difficile Moi, je dirais à vivre. c'est la partie la plus douloureuse dans laquelle les gens vont faire le deuil de ce qui a été fait, de cette belle santé et de avant la maladie, de ce vécu, et après se projeter dans ce mode après maladie, c'est tout un travail. Moi, je dirais que c'est la partie la plus sensible parce que c'est là où on commence à avoir les impacts, tout ce qui peut être manifestation dépressive. C'est là où l'estime de soi bouge. Est-ce que mon mari va me désirer comme avant? Est-ce que c'est aujourd'hui, si j'apporte juste l'idée mari, mais peut-être on parle de l'épouse et concernant l'homme, mais aussi on parle de ce conjoint, de ce partenaire. Là où il ne faut pas l'exclure de ce processus aujourd'hui, c'est combien que c'est difficile de vivre la société, le rejet. À quel point on peut être vraiment mesquine ou mesquina, c'est pauvre, et à quel moment... Pourquoi je vous avais parlé de compassion tout à l'heure. Tout à fait, voilà. mais j'étais en train de choisir les mots pour que je puisse te répondre aujourd'hui. Ça ne reste pas uniquement de paroles et sensibilisation, mais aussi une manière de nous qui nous invite à changer un tout petit peu. C'est le regard de la société qui reste très difficile. Par rapport au corps de la femme, aujourd'hui on parle du sein, et aujourd'hui à quel degré on peut vraiment libérer les gens pour dire est-ce que ça marche toujours pour cette femme qui va garder son foyer, qui va garder la même sexualité, qui va garder le même désir d'avoir des enfants, qui va garder la même dynamique, ou ça va changer? Aujourd'hui, il me semble que on n'a pas de réponse claire parce que la richesse des femmes et la richesse des individus, elle est tellement variée, vaste. Voilà. Mais je dirais quand même combien que c'est complexe et c'est très régulier. C'est quand même c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Et je dirais, dans ces histoires de couple et de famille, c'est comme les grandes marées. C'est Med ou El Jessr. C'est quand ça arrive, ça balaye un tout petit peu le sable. Ici, il y avait des défaillances, je dirais des faiblesses, des failles dans le couple ou des failles dans la famille. C'est là où ça émerge et c'est là où ça crie. Mais des conflits, ça crée des déchirures et peut-être des séparations. Moi, je dirais, les épreuves comme ça peuvent donner le contraire qui est une grande force et encore plus d'amour parce que c'est là où il y a l'attachement, le désir de la vie et vraiment une grande volonté de pouvoir réaliser. Et malheureusement, il peut y avoir aussi l'effet inverse, c'est-à-dire une séparation, c'est-à-dire la personne, son partenaire ne comprend pas. Et donc, une incompréhension, on va dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on parle de la femme, on va dire de son conjoint, de son partenaire, inversement aussi, concernant les hommes, pour dire que le partenaire, c'est un pilier majeur dans lequel ce n'est pas évident d'avoir la juste distance. Parce que si elle se rapproche un tout petit peu, alors on s'inquiète, on dit il y a quelque chose qui ne va pas, là il y a plus d'attention, de tendresse. S'il prend un peu plus de distance, alors on va penser qu'il ne s'occupe plus d'elle, il l'a oubliée. Et souvent ça varie entre cette dynamique de rapprochement au couple dans lequel on dit combien que c'est important. Placer des mots, consulter, avoir aussi osé dire et oser parler de cette vie intime dans laquelle on peut parler de cette sexualité, aussi de cette relation. Va renforcer la relation avec les enfants, il va leur permettre de juste vivre les moments dans leur richesse. Et puis voilà, les gens nous expliquent et les familles nous expliquent combien que c'est fort et combien qu'ils le vivent bien dans le don. Les associations aujourd'hui sont d'une générosité énorme. Elles sont extraordinaires, les associations sur le terrain. Elles font un travail colossal concernant l'accompagnement surtout et la communication. Et je dirais aussi que par épreuve aujourd'hui, oui, voilà, je dirais merci à tous les professionnels qui travaillent sur le terrain, qui prennent dans leurs bras les patients. Je remercie Dr Khalef aujourd'hui qui fait un travail énorme avec ces femmes, qui les accompagne aussi parce qu'elles ne voient pas les gens comme ça, comme maladie qui bougent, mais plutôt c'est des patients, ici des femmes avec âme et elles les accompagnent dans leur douleur. Faisons de la même manière et accompagnons ces femmes pour qu'elles puissent vraiment réussir leur nouveau cap. Merci pour toutes ces informations. Merci et comment est-ce que vous avez donc développé cette thématique aujourd'hui, l'accompagnement donc de la femme et de l'enfant malade et l'annonce
bien sûr, de cette terrible maladie, le cancer. Merci beaucoup, Aïda. Merci à vous. Donc, à jeudi prochain, Inch'Allah, et avec puis on plaisir. parlera avec, bien sûr, d'autres thématiques qu'on développera avec vous. On va continuer, bien sûr, notre programme. On vient tout juste de commencer. On vous invite à rester dans la thématique de la santé, cette fois-ci avec cette organisation qui est soudée entre médecins et professionnels de la santé qui ont réussi à se concerter autour donc de cette belle initiative. Ça s'appelle Santé d'Homme et c'est donc Lilia qui a fait un gros plan sur cette organisation. Regardez. Nous sommes dans les locaux de Santé d'Homme, première société privée algérienne agréée pour les soins à domicile. Une solution qui permet de soulager les structures de santé, surtout pour les actes médicaux peu lourds qui peuvent être effectués au domicile des patients. On a un plateau téléphonique, donc un call center qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui nous permet de recevoir les demandes des patients ou de la famille des patients. Dans un premier temps, les opérateurs ont comme mission de filtrer les urgences vitales, puisque nous ne faisons pas les urgences vitales. Donc une fois qu'on a discuté un minimum avec la famille ou le patient, on écarte l'urgence vitale. À partir de ce moment, on prend en charge la demande. Donc en fonction de la demande, que ce soit une consultation ou un soin infirmier, on contacte le personnel soignant adéquat qui est le plus près donc, de la zone d'habitation du patient et qui est disponible au plus vite. Nous offrons les consultations généralistes, des consultations spécialisées, de jour comme de nuit, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour les soins infirmiers, ça va de la simple prise de tension, de la glycémie, jusqu'à des soins continus, comme tout ce qui est perfusion d'antibiotiques à domicile, aérosol, aspiration. Nous faisons aussi de la kinésithérapie à domicile, de la kinésithérapie fonctionnelle pour de la rééducation si jamais le patient a subi une intervention chirurgicale orthopédique, de la kinésithérapie respiratoire aussi avec aspiration. Nos équipes sont équipées de tout le matériel transportable au domicile, c'est-à-dire les médecins sont équipés de CG mobile, de MAPA, de glucomètre, de tensiomètre, d'oxymètre de pouls, de scope à 5 paramètres si jamais il y a un besoin d'une surveillance médicale continue. Les infirmiers aussi sont équipés de tout ce qui est équipement médical de première urgence et ainsi que nous disposons d'échographes pour justement les besoins de tout ce qui est examen complémentaire à domicile, de l'échographie, de l'échodoppler vasculaire, de l'échocardiaque pour pousser les examens complémentaires si besoin il y a. Après l'appel, je vois l'objet le patient ou je حبوش معاه. Donc هذا قال لي par exemple حبيت une sonde urinaire. Donc أنا هنا نشوف les infirmiers اللي عندي كيما هنايا في le planning. بير خادم. Voilà, donc on a des infirmiers un peu partout, on a بير خادم. Donc ناسيوري la disponibilité تاع l'infirmier. نشوف معاه نقول له voilà عندنا un patient اللي يحب la sonde urinaire. Et après, on peut à quelle heure exacte il يجوز لها. Plus de 90% des patients se sentent mieux à la maison qu'à l'hôpital. Santé d'Homme vise alors à créer un réseau national de médecins et de paramédicaux pouvant intervenir en permanence en prenant en charge les pathologies aiguës et chroniques. Voilà, vous avez pu suivre en tout cas le reportage et prendre note concernant ces bonnes adresses à avoir absolument chez soi. Eh bien, nous allons parler cette fois-ci d'un un salon qui revient à sa deuxième édition avec l'organisateur qui est parmi nous. Il s'agit de Sofiane Gouasmi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment ça va ? Ça va, ça va. Vous êtes en forme, ça y est, le salon a été lancé. Oui. Le salon donc du meuble et des accessoires, ça a commencé le 22 de ce mois et ça va s'étaler jusqu'au 26 samedi. Exactement, du 22 au 26 octobre. Un salon professionnel. Professionnel et ouvert au grand public aussi. Ouvert au grand public, bien Exactement. sûr. Qui a réuni, bien sûr, des professionnels donc, de l'ameublement, des accessoires aussi qui accompagnent plus de 80 exposants en général. Exactement. On a cette année plus de 80 exposants, répartis majoritairement sur des fabricants locaux.
Oui. avec une présence de quelques pays comme l'Italie, l'Espagne, la Turquie et je me rappelle plus et la Chine aussi. Oui. Cette année, la particularité de la deuxième édition, c'est qu'on s'ouvre à l'international, d'où la présence de ces pays représentants. chez nous. Et aussi, il y a aussi, on a rajouté l'accessoire. Donc l'accessoire, ça tout ce qui rentre dans la fabrication du meuble, que ce soit meuble de cuisine, salon, et tout ce qui est en rapport avec le meuble en général. Donc c'est comme les charnières, Les tissus, les... voilà. Exactement, donc tout ce qui rentre dans la fabrication, Le bois. pour promouvoir la fabrication locale, pour qu'ils voient, on va dire, que ce soit les exposants ou les visiteurs professionnels, on va dire, ils trouvent de nouveaux fournisseurs. Et puis un large choix aussi. Exactement. Vous avez pu aussi recenser les demandes des clients, bien sûr, aujourd'hui très tourné vers tout ce qui est mode, accessoires et nouvelles tendances, nouveaux designs aussi dans le domaine de la décoration d'intérieur. Il y a principalement tout ce qui est vintage qui est très à la mode. Ça revient. Ça revient. Donc, les meubles des années 80. Exactement, des styles un peu anciens, mais on va dire remis à jour, bien sûr, pas forcément tels qu'ils étaient à l'époque, mais c'est très tendance actuellement les meubles vintage. Alors vous avez des designers probablement lors de ce salon, des gens qui vont avoir l'œil pour pouvoir aussi expliquer, savoir aussi répondre aussi aux consommateurs. Exactement. Sur le salon, il y a des designers, architectes d'intérieur, il y a même des influenceuses qui sont là pour orienter les gens. Parce que là, quand on dit influenceuse ou architecte d'intérieur, donc ils ont une certaine expérience, ce que recherche le client réellement aujourd'hui. Donc les gens... Le confort, la modernité et surtout la solidité du produit. Et puis principalement, une personne qui les conseille. Parce qu'on a tous besoin d'une personne à nos côtés pour nous orienter. Voilà, tel meuble ira bien avec ça ou n'ira pas avec ça. Telle couleur ne se marie pas avec telle couleur. Donc tout ça rentre dans tout ce qui est aide et conseil aux gens. Voilà, bien sûr, avec bien sûr le design qui s'y prête, bien entendu. Alors, beaucoup donc d'exposants, vous disiez, et la participation algérienne qui aujourd'hui a pratiquement vraiment envahi le marché. La production nationale s'est bien développée. La participation algérienne, elle est majoritaire chez nous. Et j'ai entendu beaucoup de personnes dire, genre, ça c'est local. Oui. Ils étaient époustouflés de voir qu'on peut fabriquer localement des produits pareils avec une qualité pareille qui n'a rien à envier de ce qui fait. On est en train de voir d'ailleurs les images de votre salon puisque notre journaliste l'ami Abdou Dastier s'est déplacé. On a pu voir un petit peu les luminaires, donc les salons, les fauteuils, la tapisserie, un petit peu tout. Exact, tout ce qui concerne aménagement meubles et aménagement d'intérieur. Voilà, donc on peut trouver tout. Décoration, tapisserie. Meuble cuisine aussi, c'est aujourd'hui très tendance. C'est, on va dire, le meuble numéro 1 en Algérie, le poste de dépense numéro 1 en quelque sorte. C'est là où on vit le plus. Exactement. On passe plus de temps à la cuisine qu'autre part. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a donc les meubles qui sont faits aussi selon les dimensions qu'on veut, c'est adapté. Bien sûr. C'est ça, en quelque sorte, c'est ça l'avantage qu'on a avec les fabricants locaux, c'est qu'on peut l'adapter en fonction de l'espace de ce qu'on a. Exactement. On peut avoir du sur-mesure. Alors qu'un produit importé, c'est soit il rentre, soit... Exactement.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux matériaux avec lesquels on travaille, le laminé, de nouvelles tendances aujourd'hui dans ces matériaux. Bien sûr, surtout principalement en ce qui concerne meubles de cuisine, il y a différents types de bois. Il y a du MDF, il y a du massif comme le hêtre, le bois cajou. Il y a différents choix. Après, le client ou la cliente, il choisit ce qu'il veut. Tout dépend du budget aussi, des couleurs. Il y a toute une panoplie de choix possibles. C'est vrai. Alors, vous n'avez pas... voilà, ça, la tombola, vous avez aussi... vous nous avez parlé de cette tombola. Il y a une grande tombola qui est organisée sur place. En fait, la grande tombola de Mobilier Jazair, c'est une tombola auquel aucune condition d'achat n'est requise. Donc, vous venez, vous participez. À la fin du salon, vous pouvez gagner plein de cadeaux, entre autres une cuisine de 2,60 m, un salon de 6 places, une armoire à 1,80 m. Vous êtes l'heureux chanceux. Plein d'autres surprises, Inch'Allah, ils sont là-bas. Sans parler des remises qui sont... D'accord, spécialement faites pour le salon. Exactement, spécialement faites pour le salon. Alors, ce qui est formidable, c'est que justement, on a un choix énorme donc, de design, de forme, d'accessoires, etc. au niveau donc, des meubles. Mais est-ce que vous avez pensé aussi à aujourd'hui, cette nouvelle tendance, c'est de customiser les anciens meubles? Avoir des personnes qui sont spécialisées en ça. Pour le moment, c'est un véritable succès. Hein. Exactement. Il y a une personne qui est sur place qui fait, on va dire... La récupération. Il fait ça, mais ça commence on va dire, à importer cette mentalité en Algérie. À l'étranger, ça a pris plus d'ampleur. Pourquoi j'en parle? Parce que sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est très tendance visible. En Algérie, ça commence doucement, mais sûrement. Voilà. Donner une nouvelle vie à ces meubles. C'est vrai qu'aller acheter son meuble fait, c'est formidable. Mais quelquefois, quand on n'en a pas les moyens, on peut aussi donner une nouvelle vie à un meuble. Exactement. On n'a pas pu organiser ça, mais on voulait organiser des petits ateliers. Oui. De recyclage, récupération. Donc, comme récupérer des vieux meubles. Par exemple, si aujourd'hui on veut acheter un meuble chez vous. Carrément, on va dire, transformer une palette en un petit meuble, une petite transat, je ne sais pas, un truc dans ce sens-là. On voulait organiser ça, mais malheureusement, on a été pris par le temps. Et donc, ça là peut-être pour la prochaine édition, Inch'Allah. Voilà. Alors, par rapport à l'édition passée, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau cette année au salon? Par rapport à la première édition, déjà en termes de superficie, c'est pas du tout la même. C'est beaucoup plus grand. Exactement. Les gens, on va dire, l'année passée, malgré que c'était une assez bonne réussite, d'après l'écho qu'on avait eu, mais le salon était assez petit. Cette fois, on a changé de pavillon, on a un plus grand espace. Le meuble nécessite plus d'espace, on a plus d'exposants et on s'est ouvert, on va dire, à l'international. Donc, on a des exposants étrangers. Et on a aussi rajouté l'accessoire. Donc, ce qui n'était pas présent avec nous l'année passée. L'accessoire, on l'a pu le voir en image, c'est donc les luminaires, c'est les étoffes, les tissus. Non, l'accessoire, c'est accessoire de décoration, on va dire. Là, c'est principalement dans ce qui rentre dans la fabrication. Donc, tout ce qui est charnière, structure. Le matériau, exactement, donc tout ce qui rentre dans la fabrication pour, on va dire, promouvoir la fabrication locale, pour faciliter encore plus la fabrication. D'accord. On a vu aussi un stand où il y avait donc tout était en bois. Il y avait même un moulin avant. Bois. Oui. C'est très tendance actuellement. D'ailleurs, c'était le seul stand qui est présent avec nous avec ce type d'ameublement. Et il est très tendance et les gens font généralement la queue derrière pour voir, visiter. Tellement ils sont curieux de voir. Oui, c'est assez particulier. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude. On est plutôt dans les
les couleurs et les formes. Exactement, assez, très carrées. Exactement. Très bien. Donc, on annonce encore votre salon va se dérouler jusqu'au 26 de ce mois. C'est à la Safex, c'est cela? Pavillon U. Pavillon U. Donc, 80 exposants pratiquement. Exactement, plus de 80 exposants. Alors, entre les meubles, entre les accessoires et bien tout, entendu... répartis, meubles de cuisine, salon, décoration, la totale, tout ce qui compte. Et mobilier de bureau aussi. Très bien. Sans oublier le mobilier de bureau, parce que là ce qu'on avait parlé depuis tout à l'heure, c'est tout ce qui concerne la maison. Il y a aussi tout le mobilier de bureau qui est aussi présent avec nous. Donc les professionnels qui veulent aménager, que ce soit leur maison ou leur bureau, oui. Ils peuvent tout trouver. Donc, on vient alors du salon, on équipe notre maison du début jusqu'à la fin. Exactement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Bon courage à vous, bonne chance pour cette deuxième édition. J'espère que vous aurez autant de succès que la première. Inch'Allah. Merci beaucoup. Je rappelle donc, Monsieur Sofiane Ngouasmi, vous êtes l'organisateur de cette deuxième édition du salon, du meuble et des accessoires. Voilà, bonne chance et à très bientôt. Inch'Allah. Inch'Allah. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Nourloud Abouzega où elle vous fait un gros plan sur une artisane qui, elle, est très habile de ses mains. Elle fabrique des bijoux à base de fils de fer. Regardez. De fils de cuivre en perles semi-précieuses, Madame Souhila Taleb donne une âme à des bijoux fantaisie, de quoi ravir la féminité, la beauté et la grâce. Cette passion est née des entrailles d'un long voyage chargé d'émotions et des mains en cuivre. Depuis 2011. Et en vérité, j'ai découvert la pierre au cours d'un voyage. L'île de Vancouver. Une vieille femme qui est aussi une passionnée de la pierre et qui aussi travaillait la pierre, mais la manière justement, le fil qu'elle utilisait, je me disais, on peut faire ça encore un peu mieux. Comme je suis très manuelle, j'ai commencé. Vous avez bénéficié d'une formation particulière ou c'est venu Non, comme ça, au feeling. Comme ça, oui. Vous êtes autodidacte? Autodidacte, absolument. Le cuivre est un métal pur de couleur rouge. Son état d'alliage peut lui conférer plusieurs tons et nuances, ce qui donne d'ailleurs un choix multiple dans les bijoux au niveau des couleurs. Il est résistant à la corrosion et très malléable. Cependant, un savoir-faire dans la technique de fabrication s'impose. Justement, pour la pierre, c'est au feeling. Je prends un bout de fil, je prends ma pierre et puis j'avance. Maintenant, quand il s'agit d'un bracelet, quand il s'agit d'une bague comme ça, quand il s'agit d'une paire de boucles, c'est différent. Le travail, c'est autre chose. Qu'est-ce que vous appelez le travail, c'est autre chose? Il faut être encore un peu plus... C'est-à-dire, il faut structurer. Il y a des règles à respecter. Comme une bague, bon, il faut aussi savoir la fermer, la bague. Un bracelet, c'est la même chose. Bon, on peut faire les bracelets comme les manchettes, c'est un peu plus facile, mais quand c'est un bracelet, il faut un fermoir, Mais quand c'est une pierre, libre cours. Pour l'épaisseur, on a du fil, bien sûr, des gabarits, des calibres plutôt. Il faut toujours 2-3 calibres pour faire quelque chose. À partir de 2, on peut faire quelque chose. Un calibre ne suffira jamais. Pour faire un bracelet, il faut du fil épais. Et après, avec le fil fin, c'est à ce moment-là qu'on commence à faire des motifs. Pour une bague aussi, et puis bien sûr, le fil, il est sur plusieurs, c'est-à-dire 4-5 fils pour faire quelque chose, pour faire un bracelet. Minimum pour un bracelet, c'est minimum 5 fils. Et puis on arrive jusqu'à 12 longueurs. Une bobine de fil ne porte pas 12 longueurs. Il faut au moins 2 bobines. Souhila est étroitement soutenue par Wael et Younes, ses enfants. Croyant fortement à la passion de leur maman, ils constituent le socle sur lequel elle s'adosse. Chacun s'adonne à une tâche particulière. Ils croient grandement et voient dans l'horizon une entreprise familiale. Pourquoi pas? J'ai dit c'est bon, on va lancer. Parce que j'ai vu en fait il y avait beaucoup de personnes qui avaient adoré ces produits. J'ai dit on va lancer, on perd rien. C'est faut le faire. Voilà.
Donc j'ai fait un naming, donc j'ai créé le nom de Le Mondain, je lui ai créé le logo et on a lancé la page Facebook et Instagram et on a commencé à faire des photos. Donc on est dans notre famille, on est très proche de notre maman, donc on l'aide dans à peu près tout. Donc moi spécifiquement, je l'aide tout ce qui est événementiel, tout ce qui est achat, approvisionnement, que ce soit pierre, que ce soit aussi cuivre, autre chose. Donc je me déplace avec elle pour que ce soit, comme je vous ai dit, tout ce qui est achat, vente, même je modère la page avec eux. Associant élégance, spiritualité et bienfaits thérapeutiques, le cuivre est bel et bien connu de par de nombreuses civilisations antiques et continue à faire ses miracles aujourd'hui et sur les générations futures. Voilà, un savoir-faire bien de chez nous. On salue cette famille qui se sont mis à plusieurs, en tout cas, pour faire la promotion donc, de cet artisanat. Eh bien, on va parler tourisme à présent avec Radia Boulmahali. 2 rubriques le jeudi matin avec Radia dans Algérie touristique. Bonjour Radia. Bonjour Amel. Comment ça va? Très bien. Très bien. Vous êtes avec Nafa Mezari, comme chaque jeudi. Mon Bonjour, acolyte Nafa. du jeudi. Oui. Ça y est, j'ai donné un surnom. Voilà, notre acolyte du jeudi, tout à fait, qui va nous parler d'Internet aujourd'hui et bien sûr de high-tech, la rubrique high-tech aujourd'hui. Bonjour Amel, bonjour Radia, bonjour à tous les téléspectateurs. On va parler de réseaux sociaux aujourd'hui, mais... D'abord, on va parler de tourisme avec Radia. Il est galant, mon acolyte, merci beaucoup. Donc oui, on va parler de tourisme. On avait commencé déjà la semaine dernière à parler de la perle du Tassili. Janet, en l'occurrence, on était au cœur du parc national du Tassili, Nadjer, c'est-à-dire à l'extrême sud-est de l'Algérie, de notre territoire. C'est vraiment la perle, c'est la capitale du Tassili, Janet. On en a parlé autrement, je ne sais pas si les images vont suivre là. Oui, dans un moment. On va planter le décor pour rappeler un petit peu qu'on avait été au cœur de cette étendue désertique avec cette belle roche. Regardez voilà. ce beau ciel étoilé. C'est le beau ciel étoilé. Donc on a bivouaqué la semaine dernière à Janet. Les touristes vont pouvoir quitter leur tente, leur campement pour rejoindre le chef-lieu de la wilaya. Donc c'est une wilaya déléguée qui est donc à 420 km de Janet. Voilà, on va quitter ces espaces, on va les apprécier. Et pour la dernière fois, pour parler de Janet proprement dite, Janet qui est donc cette oasis au cœur de cette étendue désertique, de cette ergue majestueux. Voilà, c'est le petit matin. Après le bivouac. Après le bivouac, on ramasse sa tente, on va contempler sur une autre photo, on va voir les touristes qui jettent un dernier regard sur ces paysages féeriques, ces paysages majestueux. Voilà. Donc c'est 15 000 œuvres donc, rupestres et des dessins aussi, et des gravures qu'ils ont pu voir et apprécier dans ces masses rocheuses. On en avait parlé la semaine dernière. C'est ce qui fait une forêt rocheuse. Hein. Oui, c'est le plus grand musée au monde. On le rappellera jamais assez. Le plus grand de par la diversité et la quantité des œuvres justement rupestres qui remontent jusqu'au néolithique. Ce sont justement ces peintures rupestres qui vont nous indiquer vraiment l'apparition de cette ville. 6000 ans avant Jésus-Christ, Janet est née. La voici. Voilà, la voici. Donc dans cet écrin de verdure fait de palmiers et d'arbres. Donc c'est Janet qui est en général une ville plate, mais elle compte 3 monticules, en l'occurrence 3 vallons qui correspondent à 3 quartiers différents, mais ce sont des qsour. On est donc dans cette architecture saharienne, un peu pittoresque et surtout authentique. Donc des anciens qsouriens qui nous ont laissé leur savoir-faire. Là, c'est Azelouaz. Azelouaz est l'un de ces qsour. Ce sont bien sûr des vestiges archéologiques remarquables qui ont pu être classés grâce à un dossier déposé en 2011. Ils sont maintenant dans le patrimoine national préservé et donc valorisé. Et ils sont au nombre de 3, ces qsour. Ces qsour, ils sont Azelouaz, on a Adjahil et El-Mihan. Je me rappelle de mon premier voyage, ça me rappelle de quelques souvenirs. C'était ma première mission avec la télévision algérienne. On avait donc réalisé plusieurs reportages magnifiques. Très bien. Vous avez assisté à l'As Beiba? Non. Non. Ah ben on va en parler, hein. Peut-être que ça vous donnera envie d'y retourner. Envie d'y retourner, effectivement. Il faut dire que ces 3
qsour de la ville de Janet, sont des témoins justement de ces peuplements qui ont habité cette région, en l'occurrence les Touaregs, Nadjer ou les Asjar en l'occurrence. Ce sont eux qui ont construit ces petits, qui ont, comment dire, couvert ces petits vallons et qui ont donné justement naissance à ces quartiers. Ces quartiers, ils sont importants. Vous venez de citer l'un des plus importants, El Mihen et Azelouaz sont des quartiers rivaux une fois par an. Pourquoi? C'est à l'occasion de manifestations culturelles authentiques aussi. Il s'agit de la Sbeiba en l'occurrence. La Sbeiba qui fait partie de ces arts ancestraux couvés jalousement par ces tribus touaregs qui vivent sur ces deux quartiers et qui rappellent une ancienne guerre. Oui, et d'ailleurs clans. c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Absolument, depuis 2014. Depuis 2014, c'est un patrimoine immatériel. Regardez les images magnifiques. Ah ben voilà, on voit ces danseurs émérites et voilà. Avec des tenues magnifiques aussi, parce qu'ils revêtent donc leurs plus beaux atours. Leurs plus beaux atours à l'occasion de l'Asbeiba, c'est très particulier. Tout le monde est très bien habillé à l'occasion de cette manifestation. Et voilà, ils miment les anciens guerriers justement dans cette danse séculaire transmise de génération en génération. Les foulards et les takouba. Donc voilà, ce sont ces sabres qu'ils manient avec habileté, autant que leurs ancêtres. Mais eux, bien sûr, c'est pas dans un esprit de guerre, mais dans un esprit de sauvegarde d'un patrimoine justement qui a été transmis. Voilà, c'est la placette où se réunissent. C'est en fait une rivière. C'est la rivière qu'on appelle, je vais vous le dire tout de suite. La rivière où, bien sûr, on parlait de la guerre de l'eau entre les tribus tout à fait. C'était la guerre. Accéder à cette denrée rare. Hein. C'est le lit d'Idjeriou, voilà. C'est sous les champs de femmes, le ryuyou et aussi le ganga, donc qu'elles manient, donc ces petits tambourins qu'elles ont à la main. Ce sont elles qui chantent, ce sont elles qui scandent ces chants populaires transmis de mère en fille, de fille en grand-mère, je sais pas en fait. Voilà, c'est un héritage ancestral et on a des détentrices de ce savoir ancestral. Elles commencent à être de plus en plus rares, mais c'est cette Sbeiba, cette manifestation culturelle authentique. Je dis bien authentique. Ce chèche indigo, magnifique, quelle belle couleur. Et vous avez déjà assisté aux femmes d'avoir ce rouge à lèvres un peu foncé qu'on voit. Je n'ai pas eu l'honneur d'assister. Par contre, l'année dernière, en fait, on avait émis avec Algérie Post un timbre à l'occasion de la Sbeiba pour justement commémorer cette magnifique tradition du sud algérien et exactement. Elle était à l'honneur justement d'un timbre qui a été émis par Algérie Post. Oui, et puis cette couleur indigo, c'est très joli, mais malheureusement j'ai essayé d'emporter, je suis devenue toute bleue. Alors c'est pas une bonne idée. Non mais c'est vrai, c'est voulu. Ça protège, en tout cas, c'est ce qui donne ce teint bronzé, puis ce rouge à lèvres un peu foncé, ces lèvres foncées qu'on voit, les femmes ont un maquillage particulier. Mais en tout cas, on dit que c'est un très bon soin pour ça le vent, ça protège la peau. Et donc c'est très bon pour la santé, ça fait pas de mal. Pour la santé, c'est excellent. Et puis donc on parlait de cette... à quoi correspond cette Sbeiba en fait? Ça coïncide avec le 10e jour égérien, 10e jour du premier mois égérien plutôt, donc les femmes munies de ganga, je disais, qui donnent la cadence à tous ces danseurs. Et bien sûr, ce jour-là est appelé par les Touaregs les Tililines. Nous, on connaît bien sûr une autre appellation, c'est l'Ashura. Ashura, donc ça correspond dans l'esprit des anciens Qsoriens et puis de ces Touaregs à cette victoire remportée justement par Moussa alayhi salam, contre Pharaon. Et depuis 6000 ans, cette ville perpétue cette tradition de la même manière, avec les mêmes gestes, les mêmes réflexes, les mêmes tenues, les mêmes danses, le même rituel. C'est ce qui fait l'originalité de la Sbeiba. C'est vrai qu'il n'y a aucun folklore là-dedans, c'est-à-dire que ce n'est pas... On ne va pas au ballet pour apprendre cette danse, on ne va pas dans une école de danse. C'est de famille. On l'a en soi, on est habité par cette danse depuis et heureusement, sa tendre enfance. Très bien transmis depuis des années, depuis des siècles aujourd'hui, et puis bien sûr, ça
ça continue malgré tout, malgré aujourd'hui la civilisation, la modernisation et tout. Ça n'a pas pris non qu'une ride, ça reste jalousement gardé. Et c'est par les grâce à la Touaregs. Sbeiba, donc ce rituel, cette danse rituelle, en fait, qui donne lieu aussi à, je ne sais pas si on a vu cette photo où on voit justement l'étendue du costume Oui, de la magnifique. Sbeiba. En fait, ce sont des mesures qui permettent aussi de classer tel ou tel clan. C'est un tout, voilà. Ces tenues, regardez comme elles sont majestueuses et grandes. Et cette taille du costume est importante dans l'évaluation de l'élégance touareg lors de cette manifestation de la Sbeiba. C'est très décisif, ce petit défilé qui est au terme de cette danse en transe, donc pendant toute la journée. La préparation, bien sûr, de Dure chaque toute une personne, semaine. ça dure très Une longtemps. semaine. Il faut se préparer pour Pendant toute une justement semaine, le maquillage, on le danse, costume. on chante, on prépare les costumes, on choisit les représentants méticuleusement parce qu'on choisit les meilleurs danseurs, on choisit les hommes les plus élégants pour porter ce costume transmis de génération en génération. Parfois, ils sont très vieux, ces costumes, mais parfois, quand la tribu voit que c'est le moment de changer, on cotise, voilà, et on achète de nouveaux appareils. Voilà. Et c'est dans cette placette dite Douria que tout se passe, et bien sûr, sous le regard et les projecteurs des photographes. Les photographes viennent de partout pour filmer ce moment assez spécifique de la Sbeiba, et aussi les touristes raffolent de cette manifestation. Elle a eu lieu au mois de décembre dernier. Oui, on en a parlé. On a eu le plaisir d'avoir avec nous et Monsieur Hachi et aussi Madame Galaise qui était venue aussi nous parler donc, de cette belle tradition inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vrai que, et puis cette danse circulaire et puis cette manière de se positionner en cercle, ça marque aussi le bouclage de l'an. C'est-à-dire on a bouclé une année et on continue de danser et puis voilà, et on se remémore nos ancêtres, les anciens. Donc on le rappelle que ça a été classé au patrimoine universel de l'humanité en 2014. C'est dire que la ville de Djanet présente aussi de différents atouts. D'abord cette architecture. Cette architecture donc assez authentique, qui fait de terre. Bien traverser les âges. Aujourd'hui, on s'en inspire à travers l'architecture de terre. Les spécialistes, les architectes d'aujourd'hui. L'objet d'études universitaires depuis pas mal d'années. On s'intéresse à l'architecture de terre. Et bien sûr, voilà, c'est une architecture qui est faite de matériaux locaux, faciles à reproduire. Donc des gestes ancestraux qu'on reproduit pour maintenir en l'état ce site magnifique. Cet habitat. Voilà, cet habitat traditionnel, un peu déserté. Bon, c'est ce qui fait que ça tombe en ruine à certains endroits. Mais bon, il continue d'être habité par les Touaregs. C'est ce qui permet aussi de faire la promotion touristique de cette région. Il faut dire que ça a inspiré un artiste très connu, très célèbre. C'était qui? Allez, quiz. C'était qui? Un artiste très célèbre, un artiste algérien? Algérien, oui. D'accord. Safi Boutella. Ah oui. Safi Boutella, dans la musique, bien entendu. On a fait le fameux un grand spectacle, La Source, voilà. Et figurez-vous, Amel, qu'il n'a pas eu besoin de trop guider les Touaregs. Ils étaient venus habités par cette danse magnifique, et donc il leur a dit d'être eux-mêmes. Et il n'a pas eu de difficulté ni à orchestrer, à diriger. Il a à peine, bien sûr, synchronisé certains mouvements pour permettre une continuité avec les danseurs modernes qui étaient sur les lieux. Et tout s'est passé de façon majestueuse. J'y étais. C'était un moment privilégié. Assister à ce fabuleux spectacle donc de la source, cette guerre justement de l'eau, imagée par... Ça a été repris par la suite, ça a été aussi joué au 5 juillet. Donc oui, c'était au 5 moment, juillet, voilà, c'était au 5 juillet, ça s'est fait là-bas et c'était bon nombre d'artistes. 90 000 spectateurs. Waouh. 90 000 spectateurs pour ce spectacle, c'était grandiose. Tout en lumière. Alors, notre ami Mazari a peut-être été tenté d'aller à la Sbeiba. Est-ce que vous avez visité? Vous disiez que non, pas encore. Voilà, oui, vous disiez je au n'ai début. pas eu l'occasion, peut-être pour les prochaines, puisque... Mais peut-être que vous serez encouragé par les récits de voyage de ceux qui ont vécu ce moment privilégié. C'est ce qu'on voit souvent justement sur différentes pages Facebook et différents... Oui, les belles destinations. Des réseaux sociaux justement qui visent à promouvoir ce genre d'événements et surtout le sud algérien. Oui, exactement. Belkacem Hadjadj a fait un très beau documentaire sur justement la Sbeiba, et un documentaire qui est passé à la télévision algérienne d'ailleurs.
qui nous donne envie aussi d'y aller, de Exactement. voir de plus près. Et il faut justement, quand on voit l'impact des réseaux sociaux sur ce domaine-là spécifiquement, il y a beaucoup de personnes qui ont été tentées de faire le pas, et surtout pas mal d'étrangers aussi qui ont découvert notre Sud à travers certaines pages ou certaines publications de personnes qui ont participé à cet événement. Absolument. Alors, vous parliez tout à l'heure du costume. Oui. Vous parliez de l'importance aussi de sauvegarder, bien entendu, l'identité de chacun. Aujourd'hui, notre ami Nafer a voulu imiter le créateur de Facebook. Il est venu avec son gilet. Vous avez pu voir le costume spécial. Un clin d'œil. Converse et le jean, tout est là. J'ai troqué mes chemises, on va dire mes belles chemises, pour la veste, la fameuse veste bleue de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Exactement. Pour être dans le thème d'aujourd'hui qui est les réseaux sociaux. Voilà. Et donc pour faire la transition, comme on parlait, donc les réseaux sociaux qui visent à promouvoir, qui sont un outil actuellement de promotion pour certaines choses. Avant d'arriver là, les réseaux sociaux, c'était quoi? C'était juste un premier moyen de connecter certaines personnes d'un simple campus vers d'autres pour qu'ils puissent s'échanger des documents, des cours. Et par la suite, qui a pris une toute autre envergure mondiale. Une autre tournure complètement. Exactement. Donc, qui d'entre nous n'a pas eu un compte sur un réseau social déconnu actuellement, qui n'a pas l'application d'un réseau social sur son smartphone. Donc, ils sont rares, les plus récalcitrants. Ils sont rares. Très rares, parce que on va voir certains chiffres. Je vous propose de découvrir certains chiffres déjà du monde et surtout en Algérie. Donc, sur les 7,6 milliards d'individus que connaît notre planète, il y a pratiquement 4,3 milliards d'individus connectés. Oui. Dont, parmi ces 4 milliards de personnes, donc, on a 3 milliards et demi de personnes qui sont actives sur les réseaux sociaux, dont pratiquement 90% sont à travers leur smartphone. Et pour ce qui est de l'Algérie, sur les 42 millions d'Algériens, nous avons 24 millions de personnes d'internautes, de personnes actives sur Internet, dont 95% sont actives aussi sur les réseaux sociaux, notamment avec leur smartphone. Donc la majorité se connecte avec leur smartphone dans ces réseaux sociaux. C'est-à-dire tout au long de la journée. Avant, c'était peut-être le soir, Internet, chacun avait Internet à partir, donc quand il rentrait à la maison, etc. La moyenne de temps passé sur les réseaux sociaux varie de 2 à 3 heures par jour selon on va dire la communauté, et surtout selon la tranche d'âge. Nous avons les générations X, Y et Z. Donc, ceux-là, ils ne quittent pas leur smartphone. C'est toute la journée. Et il y en a qui sont beaucoup plus mordus que d'autres. Effectivement, ils passent des heures, des journées. Exactement. Des fois, on se demande, quand on se connecte, on les retrouve. On se dit, mais comment ils font? Comment ils font? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ces réseaux sociaux, quand on a vu un diagramme sur justement le taux d'utilisateurs, enfin c'est surtout le nombre d'utilisateurs actifs, Facebook qui est toujours en tête avec pratiquement 2 milliards 400 millions d'utilisateurs mensuels actifs. On parle pas de comptes créés, mais de personnes qui sont très actives, suivi par YouTube qui est considéré aussi comme un réseau social. À partir de là, nous avons certaines applications certaines applications de messagerie et d'appels voix IP comme WhatsApp et Messenger. Et enfin, les derniers, on va dire, réseaux sociaux qui sont en vogue sont bien sûr Instagram, Snapchat et Pinterest. Ces réseaux sociaux, en fait, ils ont connu une évolution assez particulière, puisqu'on va voir une infographie qui parle et qui a, en fait, c'était un test qu'ils ont fait depuis 2015 pour voir justement cette évolution. Facebook qui reste toujours en tête avec 2 milliards 400 millions d'utilisateurs quotidiens pratiquement, et a connu une nette baisse de ses utilisateurs. Et l'intérêt porté en fait à ce réseau social reste pratiquement l'actualité et évidemment la messagerie, puisque les gens publient de moins en moins leur vie privée. Bien sûr, avec suite à tout ce qui s'est passé, qui a eu donc un retentissement incroyable au niveau mondial. Sur l'utilisation de ce réseau social, qui n'a pas respecté certaines clauses de confidentialité et qui n'a pas, on va dire,
joué franc jeu depuis le début. Voilà. Donc il a joué demandé sur, des excuses publiques aussi à tous les ses abonnés. utilisateurs, exactement. Tous les utilisateurs, bien sûr. Par contre, d'autres réseaux sociaux, justement, ont connu une forte hausse d'utilisateurs, qui sont Snapchat et Instagram, qui, selon certains sondages, ont vu leur utilisation, c'est-à-dire sont devenus les réseaux sociaux préférés de 35 et 41% des adolescents aux États-Unis de 2015 jusqu'à 2019. Et ça, on peut le comprendre puisqu'on a moins de temps à passer sur les réseaux sociaux. Et donc, le contenu de ce type de réseaux sociaux est très court, c'est-à-dire il varie de 30 secondes à 1 minute, avec des images qui sont très rapides. Le fil d'actualité qui défile rapidement. Donc voilà, donc c'est des choses qui peuvent justement, on va dire, favoriser certains réseaux sociaux par rapport à d'autres. Les réseaux sociaux... C'est en fait comme la télé pratiquement, hein. C'est soit vous gardez, soit vous zappez. Exactement. Maintenant, on a plus de chaînes, mais on regarde moins actuellement. Donc on a tellement de choix qu'on n'arrive pas à regarder et rester sur... Est-ce que comparativement aujourd'hui avec les réseaux sociaux, est-ce que la télévision ou les réseaux sociaux, Internet, fait la part belle par rapport à la télé? Catégoriquement, parce que comme je viens de le dire, c'est-à-dire avec le problème de temps libre qu'on a, on passe de moins en moins de temps face à la télévision qui propose en fait un programme qui est déjà orienté, exactement. Donc, et l'utilisateur, c'est-à-dire l'individu connecté, a cette faculté de vouloir choisir ce qu'il veut regarder, ou ce qu'il veut faire, ou ce qu'il veut lire. Donc, ce que propose justement Internet, parce que c'est ce qu'on appelle la vidéo à la demande. Donc, on regarde ce qu'on veut quand on veut. Par contre, d'où l'attraction justement d'une application qui commence à avoir de plus en plus d'ampleur et qui propose des films à regarder, et des films de qualité, des séries. Les plateformes de vidéo à la demande connaissent un grand boom justement qui propose un grand contenu. Par contre, pour rester d'actualité et avoir un certain contenu, on va dire, exclusif, il faut toujours, bien sûr, regarder la télévision et les programmes qui sont proposés. Bien sûr, et ça peut être aussi un allié pour la télévision parce qu'aujourd'hui, les programmes peuvent être vus en streaming aussi. Exactement. Donc, on peut retrouver les programmes, bien sûr, les plus intéressants sont mis carrément sur Internet pour pouvoir encore suivre les programmes de la télévision. Pratiquement toutes les chaînes télévisées maintenant ont leur page Facebook et qui proposent bien sûr que ce soit le streaming en direct sur leur site Internet ou bien la promotion certains programmes de la chaîne. Exactement sur les chaînes YouTube et tout. Et justement pour avoir une idée sur les réseaux sociaux en Algérie, il faut savoir que Facebook reste bien sûr en tête. On compte 22 millions d'utilisateurs algériens. Quand on compte bien sûr sur les 42 millions d'Algériens, 22 millions c'est pratiquement 95% de la population active, donc ça représente le plus grand nombre de personnes qui sont pratiquement toutes présentes sur Facebook. Instagram avec 4 millions, pratiquement 4 millions et demi d'utilisateurs, Snapchat qui vient tout juste après avec 2 millions, LinkedIn qui est un réseau social pour les professionnels et qui compte pratiquement 1,8 million d'Algériens, et enfin Twitter qui pratiquement arrive en l'Est, puisque on va dire que c'est l'application la moins utilisée en Algérie et également dans le monde, qui connaît de fortes baisses de ses utilisateurs. Et si on va voir les tendances justement trimestrielles de ces réseaux sociaux, les Algériens préfèrent plutôt diffuser des photos que plutôt des tweets. Exactement, parce que les tweets sont c'est comme il faut réfléchir. Le concept en fait des tweets a été à un certain moment une très grande tendance. Il est beaucoup plus utilisé par exemple les hommes politiques, certaines grandes personnalités qui ne peuvent pas être présentes sur d'autres réseaux sociaux. Ou dans les médias. Ou dans les médias, exactement. Voilà, c'est une réaction rapide et bien sûr c'est qui un a tweet, son exactement. impact. Il a son grand impact. Le président des États-Unis ne communique que par son compte Twitter, exactement. Et si on revient sur les tendances en fait des réseaux sociaux en Algérie, on voit que Facebook n'a aucune avancée. C'est-à-dire que les Algériens ont commencé par Facebook, mais en fait l'évolution de ce réseau social, l'utilisation de ce réseau social n'a pas avancé depuis un moment, puisque comme il a été dit,
maintenant, c'est beaucoup plus pour faire des recherches et même faire du commerce. Oui, de on la l'a vu promotion dans le reportage, d'entreprise, vous avez pu exactement. voir cette famille, les enfants qui sont venus à la rescousse, À la donc, rescousse de leur mère pour maman pour essayer rebooster, de on va dire, publier son commerce. Exactement, ça son peut servir à ça, activité puisque artistique. utiliser des pages Facebook pour promouvoir des services ou des produits, C'est ça. c'est d'actualité. Et toutes les entreprises pratiquement ont leur page Facebook Ouais. justement pour faire leur communiqué, leur Aujourd'hui, le communication. e-commerce aussi est fait à la part belle aussi, Tout à fait, tout à à travers fait. les Donc, réseaux sociaux. pratiquement, il y a beaucoup de marketeurs, on va dire, qui passent par les réseaux sociaux, que ce soit pour faire la promotion ou bien, on va dire, acquérir des nouveaux clients à travers justement des publicités, Très puisque bien. ça reste une grande visibilité pour eux. Et la gratuité On aura séduit terminé juste beaucoup. La Oui. gratuité séduit beaucoup Oui, les bien usagers. sûr. Il y a une annonce à chaque fois qui C'est- passe et qui dit voilà, ça va être payant. et C'est l'un je- des avantages, ça c'est l'un crée des avantages des toujours réseaux une- sociaux Ça justement, fait le que ça succès, soit bien sûr. voilà, que ça soit rencontrer de nouvelles personnes, rester en contact. Et il faut faire aussi, il y a des personnes qui deviennent très très connues à travers ces réseaux sociaux, C'est vrai. Ouais. avec aussi des inconvénients comme l'intimidation, Ah, ça, c'est les la victimes revers de la d'harcèlement. médaille. Exactement, Peut-être qu'on exactement. touchera. On fera un prochain sujet c'est justement ça. tout ce qui est cybercriminalité, Ah, ça, divulgation c'est de très vie dangereux. privée, addiction et tout ce Voilà. qui On tout en ce qui va avec. parlera. On en parlera donc la semaine prochaine, probablement Tout à fait, lundi, Inch'Allah. exactement. Merci beaucoup, Nafa. Je t'en prie. Ça a été un plaisir en tout cas de vous recevoir Plaisir et est de pour parler moi. donc de tous ces chiffres qu'on ne connaissait pas. Vous nous avez appris beaucoup de choses concernant les réseaux sociaux ici en Algérie et dans le monde. Radia, merci pour ce beau Merci, voyage à Amel. travers Janet. On se donne rendez-vous donc la semaine prochaine, jeudi. Parfait. Pour une autre parfait. destination. On quitte Voilà. Janet cette fois-ci. On quitte Janet. On ira ailleurs découvrir d'autres belles régions d'Algérie. Voilà, bonne journée à vous deux. Merci. Et à très bientôt. On continue. Je vous invite tout de suite à apprécier cette belle voix de Iman Sahir à travers l'association Jenadia. On aura le plaisir de retrouver nos artistes tout à l'heure sur le plateau.
Voilà, une très belle voix que vous aurez le plaisir de retrouver ce soir dans un spectacle, bien sûr, andalou, avec une autre grande artiste de l'andalou algérienne. Il s'agit de Hasna Hani. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça va. Comment ça va? Merci beaucoup. Ça va, très bien. Très bien. Alors, vous êtes prête pour ce soir? Inch'Allah, oui. Vous allez monter sur scène et ravir le public algérois, bien sûr, qui sera présent lors de cette belle soirée. Et puis, vous n'êtes pas seul aujourd'hui, vous êtes avec une autre invitée qu'on on a voulu vous mettre ensemble aujourd'hui parce que place aux dames et surtout aux dames qui ont beaucoup d'énergie à partager avec d'autres personnes. Alors, il s'agit de Camélia Mehsen. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci. Alors, vous êtes lauréate d'un concours assez particulier, un concours de l'éloquence. Oui. C'est cela. Et il faut avouer que c'est le premier concours ici en Algérie. Oui. Et il faut avouer que le concours a commencé d'un pourquoi pas. Une amie m'a appelée, elle m'a dit écoute, on lance Éloquence Saint-Constantine, est-ce que ça t'intéresse? Je lui ai dit oui. Et puis là, j'ai envoyé la vidéo par mail, j'ai été prise. Ouais. On a été 44 au début, puis 16, puis 8, puis 4, puis enfin 2. Voilà, c'est donc en vouloir. Hein. C'était un challenge, ouais. Pouvoir accéder doucement, doucement et pouvoir réussir à tenir le coup. Surtout, oui, parce que la formation s'est faite tout au long d'un mois. D'accord. Donc, on avait de formation de poésie, de théâtre, parce que le but dans l'éloquence, c'est d'avoir un texte argumentatif. Et on doit convaincre son public. En combien de temps? Ça dépend. Des fois, on a 5 minutes de parole, des fois 3, des fois 10, des fois 7. C'est énorme, 5 minutes de oui. parole. Sans oublier. Ça a l'air tout petit, mais finalement, en 5 minutes, on en dit des choses. Voilà. On doit en dire des choses. Comme on n'a pas des feuilles avec soi, on n'a que des notes, on doit apprendre son texte, on doit avoir un bon texte, déjà, qui puisse convaincre son auditoire. On doit aussi savoir dire les choses, et surtout séduire son public. Ça. Et arriver à l'attirer vers soi. C'est un concours qui pourrait intéresser nos artistes parce que c'est un véritable challenge de pouvoir donc faire face à un public, se contenir son trac, son stress et chanter devant des téléspectateurs, plutôt un public énorme. C'est vrai, effectivement. Ouais. C'est ce que vous faites, prendre des cours, bien sûr. Moi, personnellement, ça m'arrive beaucoup. Et à chaque fois que je monte sur scène, surtout les premières 10 minutes, j'ai un trac comme pas possible. J'arrive pas à le gérer. Et pourtant, vous avez commencé depuis longtemps, toute jeune dans la musique. Ouais. Mais en fait, quand on a un public devant qui attend toujours le meilleur de nous, moi, je trouve que c'est tout à fait normal. Le trac au début, après, ça devient comme comme une drogue. Après, on veut pas descendre de la scène. Oui, El Hachmi Grouabi, il le disait, il avait le trac, malgré que c'était un artiste adulé et confirmé, il avait toujours le trac et ça nous accompagne tous les jours, malgré tout. Est-ce que justement, on vous a parlé de ce trac? Alors vous êtes étudiante, c'est ça, à l'université de Constantine, école normale, c'est ça? Supérieure d'enseignement, en langue française en 2e année. Oui. Maintenant, je suis à Bouzaréa, toujours dans l'école. Et puis voilà, en fait, ça m'a posé problème, en fait, ce côté littéraire en demi-finale. Donc, après avoir gagné ici en Algérie, après avoir été meilleure oratrice de Constantine et d'Algérie, en passant à la demi-finale, je me suis retrouvée avec des références trop littéraires, trop historiques. Et je voyais que le public en face de moi ne comprenait pas vraiment mes références et ce dont je parlais. Oui, et c'était dur de faire comprendre, justement. C'est ça le challenge, c'est de convaincre son public et ses orateurs. C'est sûr, parfois on peut les convaincre même s'ils ne comprennent pas. Mais à ma grande surprise, le public français n'était pas aussi réceptif. Et je ne m'attendais pas à ça. D'accord. Et ça ne vous a pas démonté? Sur le coup, non. D'accord. Voilà. Et comment est-ce que vous avez réussi à justement vaincre votre trac, ce public qui n'était pas réceptif? Par l'humour. D'accord. Voilà, on y va par l'humour, on parle de sandwich, on joue avec les mots. D'accord. Voilà, et puis ça le fait. Voilà. Alors ça a été donc un concours et puis bien entendu, vous aviez bien entendu en face de vous un jury. Ça a été préparé auparavant, bien sûr les thématiques ont été donc données et vous avez travaillé sur vos thématiques par exemple? Par exemple, la vérité est-elle toujours bonne à dire? L'amour... Alors est-ce qu'elle est bonne à dire la vérité? Oui, toujours. Vous aviez préparé un texte en fonction donc, de cette thématique? Oui, voilà. On a 1 semaine pour écrire son texte, le temps d'élaborer Cette photo, c'est quoi? Alors ça, c'était après la finale.
À Eloquentia, quand j'ai gagné, c'était au Novotel avec tout le staff Eloquentia. Et donc là, on voit mes formateurs et tout le groupe. Ouais. Très bien. Donc, bien entendu, prendre la parole et dire, par exemple, la vérité est bonne à dire, etc. Vous pouvez le faire face à une caméra. C'est aussi, c'est différent ou c'est le même challenge face à un public? C'est différent. Parce que des fois, on improvise avec son public. On peut choisir une personne du public et l'interpeller directement. D'accord. Et ça va peut-être vous aider dans votre carrière professionnelle aujourd'hui? Oui, certainement, parce que j'ai fait du théâtre. Voilà, on a vu une photo où vous aviez donc un pupitre et vous lisiez votre texte. Disons que je regardais mes notes. Voilà, vous regardiez vos notes. C'est-à-dire qu'il y a toujours les notes pour... c'est un filet pour... on ne sait jamais si vous oubliez votre texte. Oui, parce que ça m'est arrivé. On avait un sujet très philosophique. La bêtise est-elle une excuse? Et là, j'avais pas pris de feuilles. Et à un moment donné, j'ai eu un petit blanc. Donc le tour d'après, j'ai pris mes feuilles. Le sujet, c'était l'amour rend-il aveugle. Et puis à la finale, on a un sujet un peu plus compliqué. C'était l'art de plaire est-il souvent l'art de tromper? À la négative en plus. C'est beaucoup philosophique. Ça veut dire qu'est-ce que vous étiez bonne en philosophie? Oui, avec un 17 au bac. Ah, bravo! C'est peut-être pour ça vous a aussi aidé à peut-être travailler ces thématiques et surtout avoir de l'imagination et du répondant surtout. C'est sûr, mais c'est surtout l'expérience prix Goncourt qui m'a aidée à écrire. Parce que lire 8 livres en seulement un mois, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Waouh, extraordinaire. C'est impressionnant, bravo. En tout merci. cas, pour votre prochain projet, ça sera quoi? De continuer dans le théâtre? Vous faites du théâtre toujours? Ben non, ici sur Alger, je n'arrive toujours pas à trouver de réseau, mais j'espère en trouver. À Constantine, oui, vous aviez votre troupe? Oui, j'avais un petit peu mon groupe et tout, mais je crois que je vais me retrouver ici aussi. Ça viendra. Vous avez pu entendre notre précédent plateau. On a parlé de réseaux sociaux. J'imagine que grâce à cela, vous avez trouvé votre univers encore une fois? Disons que je ne suis pas très virtuelle comme personne. Ah, vous êtes plutôt livre. Voilà. Voilà, très bien. En tout cas, c'est encourageant pour la jeune génération aujourd'hui qui se tournerait vers les livres et vers la lecture. C'est important. C'est important, oui. Il faut porter sa voix. Voilà. En attendant, vous êtes en 2e année, donc c'est ça, langue française? Oui. École normale? Oui. De Bouzreha. Voilà. Et ça travaille? Ça travaille dur. Ouais. Ben en tout cas, on vous souhaite bon courage. Ah ben merci. Et puis bravo pour ce concours. J'espère que d'autres jeunes pourront aussi participer, avoir la même expérience. Ça va aider énormément dans votre carrière professionnelle. Ben, je l'espère. En tout cas, bonne chance. On va parler donc de musique à présent. Vous allez suivre aussi notre débat avec Hasna qui elle aussi va monter sur scène ce soir. Donc ce sera un spectacle différent cette fois-ci. Elle sera face à son public, des amoureux et surtout des mélomanes qui adorent la musique arabo-andalouse. Dans la transmission, on a pu entendre la belle voix de Iman Sahir. Elle sera à vos côtés ce soir. En duo ce soir, Inch'Allah, dans un spectacle de fusion entre musique andalouse, espagnole et italienne aussi, où on va interpréter toute une nouba, et pour la première fois en 3 langues, arabe, espagnol et italien. Mais sinon, je préfère laisser le public découvrir le 2e programme, parce que vraiment, aussi c'est un programme assez riche, varié. Et le thème de la soirée, c'est Jaula del Canto. La balade, le canto c'est le chant en espagnol et en italien. Voilà, après avoir chanté une nouba en langue amazigh. C'est nouveau ça? Non, je l'ai fait il y a 2 ans, de ça, en hommage à notre grande tante maternelle Jida Tamkharant, Kbira. J'ai interprété toute une nouba en langue amazigh, en kabyle, après en espagnol. Et après j'ai rencontré Iman, et je ne savais pas qu'elle était en Italie. On s'est dit pourquoi pas. Une nouba en 3 langues et ça va être vraiment très 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 beau. Alors j'encourage notre public à venir écouter ce soir à 19h30 à la salle Ibn Zaydoun notre nouba en 3 langues. C'est magnifique, un beau voyage que vous allez offrir à tous ceux qui sont amoureux donc, de la musique, entre autres aussi des langues, puisque vous allez donc chanter et déclamer cette nouba en 3 langues, l'arabe, l'espagnol, l'amazigh et l'espagnol et l'italien. Voilà. Beau voyage en tout cas, beaucoup. Vous allez offrir au public. Alors parlez-nous un petit peu de vous, de votre actualité, Hasna.
Je sais que Je voilà. réside pas ici malheureusement. Justement, c'est pour ça qu'on a de temps en temps le plaisir de vous avoir et on ne vous rate pas quand vous êtes sur Alger. Merci. Et grâce à cela, on s'enquiert un petit peu de votre actualité musicale, un album peut-être. Un album, voilà, très prochainement, Inch'Allah. Mais sinon, aussi le 28 octobre, je serai à l'Opéra d'Alger avec l'association Amel. Je vais donner un concert pour les cancéreux. Et mois de décembre, je vais être ici aussi avec l'association des Beaux-Arts, Monsieur El Hadi Bokoura aussi avec... et je pense, Inch'Allah, et avec Lotfi Saïdi, l'orchestre symphonique, pour faire une nouba aussi entre andalou et musique symphonique. Très bien. Alors, beaucoup donc, de rencontres aussi féminines. Vous avez toujours des duos avec d'autres amis. Esma, oui, Manel. On a eu l'occasion de vous recevoir à chaque fois. Vous présentez à chaque fois des noubas et des voyages. Voilà. Cette expérience est nouvelle pour vous de pouvoir faire des duos en solo? Parce que bon, vous faisiez partie d'une association musicale auparavant et aujourd'hui, vous êtes plutôt tourné vers des solos, des duos. Les duos, voilà, effectivement. Et à chaque fois, je veux bien, à chaque fois que je descends en Algérie, et je veux pas faire toujours la même chose. C'est pour ça que à chaque fois, j'essaie de chanter la nouba en kabyle, la nouba en italien, en espagnol. Et... Il faut maîtriser les langues aussi. C'est un exercice. L'espagnol, ça fait 16 ans que je suis déjà en Espagne, à Madrid. Je maîtrise beaucoup plus l'espagnol que le français et l'arabe, malheureusement. Ah, désolée. Et donc, c'est aussi l'occasion de conquérir d'autres publics aussi pour vous. Donc, vous avez réussi aujourd'hui à chanter en espagnol et avoir d'autres publics. Un public espagnol, et comment est-ce qu'ils appréhendent, donc comment est-ce qu'ils apprécient la musique andalouse? En fait, fusionner la musique andalouse et la musique espagnole flamenco entre parenthèses, il n'y a pas une grande différence parce que vraiment c'est à peu près la même école, c'est à peu près les mêmes modes, et c'est très beau. Écoutez une nouba en espagnol, c'est... Faites-nous quelque chose en espagnol, chantez-nous quelque chose qu'on écoute. Alors, El Bulbul en arabe. C'est un mot de Zidane, Khlab Zidane. No me busques en los montes, no me busques en los montes, ay por altos que sean, ay por altos que sean. Voilà un exemple. C'est beau, c'est très beau. Merci, merci pour ce cadeau. En amazigh, peut-être? En amazigh, non, je ne peux pas, pour ne pas dire de bêtises. Si je n'ai pas les paroles devant moi, malheureusement. Bon, je suis kabyle, malheureusement, je ne parle pas bien. Ah, dommage. Mahlish, on aura le plaisir de vous écouter donc ce soir, bien sûr à la salle Ibn Zaidoun, à partir de 19h30, bien sûr. Vous serez avec Iman Sahir, bien entendu avec votre public. Vous serez accompagné par les musiciens aussi? Bien sûr, effectivement, avec une chorale aussi de 5 filles, 8 musiciens et moi et Iman, Inch'Allah aussi. Les musiciens aussi avec lesquels vous avez répété ces jours-ci? On n'arrête pas beaucoup, surtout moi. Vous n'avez pas beaucoup de temps aujourd'hui, mais bon, l'expérience fait qu'aujourd'hui, vous avez cette capacité de pouvoir travailler. Mais sinon, grâce à Facebook et grâce aux réseaux sociaux, maintenant, on peut travailler à distance. Voilà, je peux envoyer le programme et après, quand je descends, c'est juste... des répétitions, quelques répétitions. Pour les enchaînements et tout ça. Et bien sûr, ce qu'on appelle la balance aussi, avant la grande soirée donc de ce soir. Ibn Zaidoun, bien entendu, vous y serez peut-être. Hein, ça serait l'occasion de découvrir Hasna sur scène, différemment, en tout cas à travers son éloquence à elle, face à un public. Dans mon monde, à moi. Tout à fait. En tout cas, bonne chance. Et puis, on aura le plaisir de vous retrouver toutes deux, toutes belles, puisque vous allez porter vos tenues traditionnelles. C'est de rigueur dans la tradition de la musique arabo-andalouse. Vous serez sur scène. On salue votre papa aussi qui vous a accompagné. Il est en coulisses. Monsieur Henni, Ismaël Henni, un grand aussi musicien et donc toujours à la tête donc, de l'association Al-Inchirah. N'est-ce pas? Effectivement. Lui, ça continue toujours. Hein, la relève est là et il continue à perpétuer cette belle tradition qu'est la musique arabo-andalouse. Effectivement. Voilà. Merci Hasna. Beaucoup, merci à vous. Bon courage à vous pour ce soir et merci d'être venu. Je sais que c'est difficile de venir au matin et être aussi le soir en pleine forme. Voilà. Quant à nous aussi, on se dit merci Camélia. Merci. Bonne chance pour ce que vous faites. Merci. Et à très bientôt. Un dernier mot peut-être?
Oui, alors je tiens à remercier tous les gens qui m'ont encouragée, ma famille et surtout mon meilleur ami, qui a toujours été là pour moi. Bravo en tout cas et bonne chance pour le reste. J'espère que vous allez faire aussi une grande dame, une grande aussi nouvelle génération d'Algériennes et très battante. Oui, c'est sûr, faut lutter. Parfait. Bon courage à vous et à très bientôt. Voilà, on est arrivé à la fin de l'émission. J'espère que vous avez apprécié donc le programme d'aujourd'hui avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie qui vous a accompagné. On se donne rendez-vous demain 9h, 10h30 avec Mahrez Rabia ici à cette même